Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Discours à la nation du président Patrice Talon. Il a fait le bilan de l'année écoulée, 2019 marquée par des élections législatives sans l'opposition et des violences post-électorales. Le décryptage du discours du président béninois dès le début de ce journal. Ouverture vendredi du congrès du PCT, le Parti congolais du travail, la désignation d'un nouveau secrétaire général, l'un des objectifs de la tenue de ce 5e congrès ordinaire. À suivre également, une dizaine de pays africains se préparent à célébrer leurs 60 ans d'indépendance en 2020. Nous ferons le point sur la situation du continent depuis la grande vague des indépendances de 1960. Mais avant de développer ces titres, d'abord l'actualité en Algérie où le président Abdelmajid Tebboune a nommé vendredi 27 décembre Abdelaziz Djerad au poste de Premier ministre. Un nouveau gouvernement est donc à présent en préparation avec donc à sa tête Abdelaziz Djerad, docteur en sciences politiques. Il succède à Sabri Boukadoun qui assurait l'intérim. Le nouveau chef du gouvernement a déjà exercé des hauts fonctions, secrétaire général de la présidence de la République de 1993 à 1995 et secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de 2001 à 2003 lors du premier mandat d'Abdelaziz Bouteflika, Premier ministre qui a déjà face à lui le mouvement de contestation et le Irak qui a poursuivi ses manifestations contre le régime ce vendredi. Et au Bénin, le chef de l'État, Patrice Talon, a délivré ce vendredi son discours annuel sur l'état de la nation, une prise de parole très attendue devant les députés. Le président est notamment revenu sur les élections législatives non inclusives du 28 avril et les violences post-électorales. Et pour le président Patrice Talon, la crise est terminée car tout a été réglé à l'occasion du dialogue politique. Ange Bijou Nomenio. Près d'une heure de discours pour faire le bilan de l'année écoulée. Ce vendredi 27 décembre 2019, le président béninois Patrice Talon n'a pas dérogé à la règle. Il a délivré son discours à la nation devant les parlementaires comme l'exige la Constitution. Les élections législatives du 28 avril et ses violences est le seul sujet qui a été évoqué dans la séquence politique. Nous avons tous promptement pris la mesure de la situation et organisé un dialogue politique du 10 au 12 octobre 2019. Cette initiative a permis aux acteurs politiques de tous bords de se parler en toute responsabilité, de s'entendre sur les amendements utiles à apporter aux lois qui régissent notre vie politique et de formuler des doléances dans le sens de la prise de mesures d'apaisement pour tourner la page des dissensions nées des élections législatives. La fermeture des frontières nigérianes fait partie également des points qui ont été abordés par le président de la République. Le président de la République béninoise promet d'y apporter une solution définitive. Je n'ose pas croire que 2020 soit une année des meilleures pour le Bénin, en ce sens que vous ne pouvez pas avoir un pays comme le Nigeria qui vous ferme les frontières dessus. Vous ne pouvez pas avoir une coopération multilatérale avec l'Union européenne où désormais c'est un embargo économique voilé désormais qui va prendre à partir du 1er janvier 2020 et dit aujourd'hui que vous allez vers une prospérité, vers un développement tel que son discours l'a annoncé. Le discours du président Patrice Talon est l'avant-dernier de son premier mandat. 2020 se présente alors comme une année décisive de son quinquennat. Les grandes promesses qu'il a annoncées lors de son discours doivent donc être suivies de réalisations. Domingos Simoes Pereira, arrivé en tête du premier tour, affrontera dans les urnes ce dimanche Umaro Sissoko Embalo. Les Bissau-Guinéens doivent élire ce 29 décembre le successeur du président José Mario Vaz. Les électeurs sont attendus aux urnes ce dimanche donc pour le second tour de l'élection présidentielle qui met aux prises le chef du principal parti et celui d'une formation dissidente. Une élection présidentielle dont l'enjeu est la stabilité institutionnelle de ce pays marqué par 4 coups d'État, sans compter les tentatives de putsch depuis l'indépendance. Le dernier putsch remonte à 2012.
Le Parti congolais du travail a lancé ce vendredi son 5e congrès ordinaire, congrès qui se poursuit jusqu'au 30 décembre. La formation politique du président Denis Sassou Nguesso, marquée par des dissensions depuis 2011. Autre question au cœur de cette rencontre, la désignation du futur secrétaire général. Reportage de notre correspondant Deva Pansou. Les travaux du 5e congrès ordinaire du parti au pouvoir ont été lancés ce vendredi 27 décembre 2019 à Kintélé en présence des délégués venus des 12 départements du pays ainsi que ceux venus de la France. Ce congrès, selon les responsables, vise à raffermir les idéaux et les valeurs du parti au pouvoir dans la discipline et la cohésion. Chers camarades, l'ambition que nous avons pour notre parti nous interpelle sur le traitement qu'il convient de réserver à l'épineuse question de ses ressources financières. Il nous faut, dans notre réflexion sur l'avenir, mettre en exergue la nécessité d'une autonomie financière du Parti congolais du travail. Les dirigeants du PCT vont aussi profiter de l'opportunité de ce congrès afin de tirer les leçons du passé et envisager de nouvelles perspectives allant dans le sens du développement économique et social du pays. Le congrès dit du cinquantenaire se tient pour célébrer les 50 ans d'existence du parti. Avoir développé une si forte capacité de résilience, on peut vraiment se permettre de parler aujourd'hui de la consécration. Oui, c'est un parti qui entre dans la voie de la sagesse, un parti qui a tout connu dans le pays, un parti qui a l'expérience, l'expertise, la compétence et les ressorts nécessaires pour conduire le peuple congolais vers les cimes rêvées de l'émergence. De nouvelles instances dirigeantes seront mises en place d'ici la fin du 5e congrès ordinaire ce 30 décembre 2019. Le Parti congolais du travail demeure à ce jour le parti politique le plus ancien et le plus représentatif au Parlement avec 95 députés et 51 sénateurs. Et dans l'actualité également, le mandat d'arrêt international qui vise toujours Guillaume Soro, le candidat à la présidentielle ivoirienne opposant au chef de l'État Alassane Ouattara, devait regagner son pays après 6 mois d'absence. Mais son avion a finalement atterri lundi à Accra, au Ghana, avant de rejoindre l'Europe ce mardi. La justice ivoirienne a précisé ce jeudi 26 décembre ses accusations contre Guillaume Soro, l'ex-chef de la rébellion et candidat donc à la présidentielle de 2020, préparait selon elle une insurrection civile et militaire pour s'emparer du pouvoir, des accusations balayées par sa défense. Et pour en parler avec nous ce soir, Habib Sanogo, l'un des bras droits de Guillaume Soro, vice-président du MVCI et porte-parole du GPS, le parti donc de Guillaume Soro. Alors, tout d'abord, comment avez-vous accueilli ce mandat d'arrêt émis contre Guillaume Soro et par ailleurs, où se trouve actuellement Guillaume Soro? Guillaume Soro est en Europe. Et concernant le mandat d'arrêt, comment est-ce qu'on l'a accueilli? En fait, au niveau de GPS, on estime simplement que c'est un complot ourdi contre Guillaume Soro et ce n'est pas du tout pour faire une politique de victimisation. Donc, vous ne pouvez pas encore préciser le lieu où se trouve précisément Guillaume Soro? Les autorités européennes savent où se trouve Guillaume Soro et pour le moment, il a choisi de pouvoir maintenir un semblant de vie privée parce qu'aujourd'hui, étant une personnalité publique, il est accueilli un peu de partout. D'accord. Alors, le vol de Guillaume Soro en direction d'Abidjan a été ensuite dévié vers le Ghana, c'est bien ça? Je parle sous votre contrôle. Quelles sont les circonstances de cette déviation du vol? Est-ce que vous les connaissez? Plusieurs versions viennent se contredire. Et là, à l'heure qu'il est, on ne sait toujours pas ce qui s'est réellement passé. Est-ce que les autorités aéroportuaires ivoiriennes ont clairement émis l'interdiction de l'atterrissage de cet avion? Déjà, avant même d'arriver à l'interdiction, il faut parler de l'autorisation. On a vu le directeur général de l'aviation civile ivoirienne venir sur les plateaux de la télévision affirmer que c'est eux qui remettent l'autorisation de survol et d'atterrissage. L'autorisation pour le vol de Guillaume Soro émanait de la présidence de la République, du cabinet du président de la République. Chose curieuse. Et deuxièmement, dans les airs, Guillaume Soro l'a annoncé lui-même. Le pilote est venu l'informer de ce qu'il ne pouvait pas poser l'avion sur le tarmac d'Abidjan. L'avion n'appartient pas à Guillaume Soro. Le pilote a décidé donc à donner 2 possibilités, se poser au Niger ou se poser à Accra. Finalement, c'est à Accra que l'avion a été posé. Alors, les faits qui lui sont reprochés, tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité
du territoire national et pour détournement également de fonds. Un audio a été rendu public par le procureur de la République, Richard Adou, mais curieusement, Guillaume Soro ne dément pas encore véritablement le contenu de cet audio. Qu'en est-il véritablement? Mais il n'y a pas à démentir le contenu de l'audio, ce n'est pas un audio qui est caché. Guillaume Soro a personnellement remis, parce que lui avait enregistré l'audio de cet échange, parce qu'effectivement, l'échange se base sur le fait qu'un complot, la personne qui est en face, M. Francis Pérez, nous donnons son nom, donc ce nom a été déjà cité, et donc un complot qui est venu annoncer qu'un complot se préparait contre Guillaume Soro. Et Guillaume Soro a remis personnellement cet enregistrement au président de la République dans le courant de l'année 2017. Seulement, c'est que la version qui a été donnée par le procureur Richard Adou, eh bien, elle a été simplement manipulée parce que tout simplement, elle a été coupée. Alors, donc ces accusations s'appuient en particulier véritablement sur le contenu de... Sur une partie de l'échange en tout cas. Mais après, nous disons que sur le fond comme sur la forme, en fait, tout dans cette histoire montre complot. Le procureur de la République n'est pas habilité, selon la loi ivoirienne, parce que tout à l'heure, le chef de l'État, M. Alassane Ouattara, a dit que personne n'était au-dessus de la loi en Côte d'Ivoire, c'est vrai, mais Guillaume Soro n'est pas au-dessus de la loi, il ne prétend pas l'être, il n'est pas non plus en dessous de la loi. En tant que ancien président d'institution, le procureur de la République, dans la forme, n'est pas habilité à engager des poursuites contre lui. Cela revient donc à la Cour suprême de demander à l'Assemblée nationale si elle peut engager des poursuites. Maintenant, dans le fond, un enregistrement qui n'est pas secret, qui est connu, qui est accepté et attesté. Guillaume Soro ne nie pas effectivement qu'il a tenu ses propos, mais il faut écouter la teneur de tout l'enregistrement afin de pouvoir dire. Donc il fallait, selon vous, que le procureur de la République contextualise quelque peu les conditions de cet enregistrement? L'enregistrement sera mis à la disposition et à l'appréciation de la justice ivoirienne et de tout le monde entier. Dans tous les cas, des chancelleries l'ont déjà, et comme nous le disons, même sur la forme, le procureur de la République n'est pas au-dessus des lois ivoiriennes. Et qu'il peut essayer de nous contredire, il n'est pas habilité à poursuivre Guillaume Soro. Alors, est-ce que la défense ira s'expliquer en Côte d'Ivoire, devant la justice ivoirienne? Mais comment est-ce qu'on va s'expliquer devant une défense en Côte d'Ivoire quand ceux qui sont chargés d'exécuter la justice ivoirienne eux-mêmes bafouent les lois de la République? Des députés sont arrêtés. Un procureur de la République qui n'est pas habilité à entamer même des poursuites contre un ancien président d'institution le fait. Mais est-ce que le cadre, vous pensez qu'il est propice à ce qu'aujourd'hui nous partions en Côte d'Ivoire? Des perquisitions sont menées aujourd'hui dans des domiciles sans respect de la loi. Alors, on l'a dit tout à l'heure, Guillaume Soro est candidat à l'élection présidentielle de 2020. On a ce mandat-là qui est émis à 10 mois de cette élection présidentielle. Guillaume Soro, on le répète encore, est pressenti comme étant un candidat extrêmement sérieux, en tout cas un adversaire de poids. Est-ce qu'avec ce mandat, vous commencez à vous dire que peut-être que ses chances de se présenter à cette élection présidentielle commencent à être quelque peu compromise? La délégation européenne de GPS vient d'être mise en place justement pour contrecarrer les plans d'Abidjan, parce qu'en arrêtant toute la haute direction de Génération et Peuple Solidaire sur Abidjan, y compris des députés, encore une fois, en dehors de tout cadre légal, parce que jusqu'à présent, les avocats de ces députés et de toutes les 14 personnes qui sont déférées à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, jusqu'à présent, les avocats n'ont pas accès au dossier. En gros, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils sont internés, qu'est-ce qu'on leur reproche exactement. Et donc, dans ces quelques mois, comme vous le dites, Guillaume Soro va se présenter. Nous n'avons pas peur de cela et nous n'avons aucune crainte. Les Ivoiriens sauront faire exprimer leur voix. De façon pacifique, nous allons démonter le complot qui a cours actuellement, et nous pensons que ce soit la justice ivoirienne, la justice africaine et la justice mondiale, je pense que tout le monde va concourir à faire en sorte que la paix tant recherchée revienne dans notre pays et que aucun candidat ne soit écarté à l'élection présidentielle de 2020. Habib Sanogo, merci. Je rappelle que vous êtes le vice-président du MVCI et porte-parole du GPS, le parti donc de Guillaume Soro. Merci à vous. Merci. En 2020, 17 pays africains fêteront 60 ans d'indépendance, croissance, lutte contre la pauvreté et les inégalités, des avancées, de légères avancées, mais globalement, l'Afrique reste la dernière frontière du développement au niveau mondial. 60 ans après les indépendances, le continent est toujours en quête de son modèle de développement. C'est un sujet signé Philomène Tine.
17 pays africains fêteront 60 ans d'indépendance en 2020. 60 années après, la croissance de l'Afrique subsaharienne reste sous les 3% en 2018 selon la Banque mondiale. Ainsi, pour la 4e année consécutive, l'économie progresse moins vite que l'accroissement démographique qui se situe à plus de 1,22 milliard d'habitants en 2018 d'après l'Organisation des Nations Unies. Au même moment, l'extrême pauvreté continue de progresser dans la région. Les inégalités persistantes privent l'Afrique d'un atout de développement. L'une des causes du non-développement du continent africain subsaharien, c'est le fait qu'on est toujours resté, quoi qu'il advienne, dans les schémas économiques qui datent de la colonisation. Aujourd'hui, nous avons des économies qui ne transforment pas sur place les matières premières. Et si vous rajoutez à ça la malgouvernance, le népotisme et la dictature, on est dans la situation qu'on connaît aujourd'hui. L'Afrique enregistre une faible performance industrielle au regard du potentiel d'attraction des investissements dont elle dispose. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel indique qu'en 2014, la part du continent dans la valeur ajoutée manufacturière mondiale était d'environ 1,6%. Si la situation actuelle perdure avec très peu d'emplois, c'est clair que les pays africains devront tôt ou tard se mettre dans des politiques drastiques de contrôle de la natalité. L'insécurité va de pair avec le sous-développement. Dans les pays africains, on ne transforme pas les matières premières, on les extrait et on les exporte. En dépit de ses richesses en ressources naturelles, l'Afrique est le continent le moins développé de la planète. Les disparités régionales demeurent très importantes. À cela s'ajoute l'insécurité qui gangrène le développement dans plusieurs pays. En Zambie, le chef de l'État, Edgar Lungu, a annoncé vendredi 27 décembre une baisse de son salaire ainsi que celui de ses ministres, une baisse de 15 à 20% que le principal opposant zambien, Hakainde Hichilema, a jugé insignifiante. Cette annonce de la présidence intervient en pleine contestation au sein de la population relative à la forte hausse des tarifs de l'électricité et des carburants. Concernant l'électricité, à partir du 1er janvier, les tarifs pour les particuliers vont bondir de 115%, a annoncé l'Agence de régulation de l'électricité. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.